Coucou les enfants! Ça y est, on a traversé le Pacifique, nous voici aux îles Marquises. On est parti depuis le Panama, on a mis 28 jours. Ça a été une longue traversée, éprouvante, enrichissante, mais surtout on avait l'énorme chance d'avoir à nos côtés Guillaume. Bonjour. Guillaume Néry, donc, qui est champion d'apnée. Je sais que vous avez tous vu One Breath Around the World. Vous avez des tas de questions à lui poser, donc je vous laisse avec vos questions et ses réponses. Comment avez-vous vécu votre enfance? Alors moi j'ai grandi à Nice, donc au bord de la mer Méditerranée. Et bizarrement, avant mes 14 ans, j'allais pas très souvent à la mer. Et je faisais plus de randonnées dans les montagnes. Et la mer, c'était vraiment que pendant l'été, avec mes parents, comme tous les enfants qui habitent au bord de l'eau. Et j'ai été sensibilisé et touché très jeune par la nature. Et dès qu'on avait du temps de libre, le week-end, pendant les vacances, ça se passait dans les grands espaces et dans la nature. Où avez-vous plongé pour la première fois? Alors si je me souviens bien, mes premières apnées, c'était forcément au large des plages de Nice. L'été, avec mon père, on va dire vers 7-8 ans. C'était les premières apnées, mais vraiment j'allais pas profond du tout. Je mettais un masque, j'avais des petites palmes, j'allais ramasser du sable, j'allais regarder les petits poissons. Et après la vraie première apnée qui m'a donné le déclic, qui m'a donné envie de plonger plus profond, c'était à 14 ans. Comment vous est venu l'amour de la mer? Alors comme j'ai grandi à Nice, au bord de l'eau, forcément tous les matins, n'importe quel moment de la journée, dans la ville, on peut tourner la tête et on peut voir un bout de la mer. Et donc ça a toujours été pour moi un repère. J'ai rarement imaginé ma vie sans la présence de la mer. Donc avant même d'y aller, avant même de plonger, j'avais besoin de la mer comme un repère. Puis un jour, en mettant un masque, je pense que ça a été ça le vrai déclic, c'est de voir ce qu'il y a dessous. Quand on ne met pas de masque et qu'on ne la voit pas, on reste qu'au-dessus, on reste à la surface. Et c'est vrai qu'on peut s'imaginer plein de choses sur ce qu'il y a dessous. Puis quand on met ce masque et qu'on ouvre les yeux, là il y a tout un autre monde qui s'ouvre et toutes les peurs que l'on peut avoir qui disparaissent. Et là on découvre un autre univers. Pourquoi es-tu devenu apnéiste et non plongeur, car on peut voir les mêmes choses? Ce qui m'a attiré dans l'apnée au départ, c'était aussi l'idée de la performance. D'aller voir comment le corps était capable de s'adapter sans respirer dans des conditions extrêmes, à savoir les grandes profondeurs. J'ai toujours aimé, même dans mes activités terrestres, ne pas dépendre de la technique. Quand je suis dans la montagne, j'aime bien monter au sommet de la montagne, redescendre de la montagne tout seul, sans avoir aucune aide, aucune assistance. Et alors l'apnée, c'est un peu la même chose sous l'eau. J'aime pas l'idée d'avoir quelque chose qui me permette de rester en bas. J'aime pas l'idée de me dire que si la bouteille, le détendeur dans lequel je respire a un problème, je suis coincé. Je veux savoir qu'à tout moment, je suis capable de descendre et de remonter tout seul. Et donc très naturellement, l'apnée, c'était le seul moyen pour moi de pouvoir découvrir le fond des mers. Quelle est la fois où vous êtes resté en apnée le plus longtemps? Quand était-ce et combien de temps? Quand on met la tête sous l'eau, soit on peut se promener, descendre, aller regarder des poissons, et à ce moment-là on est en mouvement, le corps dépense de l'énergie, et donc puisque ce corps dépense de l'oxygène, on va tenir moins longtemps sous l'eau. Si on veut rester le plus longtemps possible, à ce moment-là on doit se mettre dans une position la plus confortable possible, et surtout on doit faire aucun mouvement. Et donc ça s'appelle l'apnée statique. Donc quand on veut rester vraiment longtemps sous l'eau, on met la tête, on laisse notre corps flotter, on met la tête sous l'eau et puis on se détend comme si on était dans un lit et on fait aucun mouvement. Et donc en apnée statique, mon record c'est 7 minutes et 52 secondes exactement. Je sais plus quand c'était dans une piscine et c'était il y a une dizaine d'années. Quelle est la plus grande profondeur à laquelle tu es descendu? Mon record en profondeur, parce que c'est ma spécialité, c'est ce pourquoi je me suis toujours entraîné, c'est 126 mètres sous la surface de la mer. Donc c'est un record que j'ai établi en 2015 dans une discipline qui s'appelle le poids constant. Donc c'est-à-dire que je descends et que je remonte
en nageant, en utilisant une palme qui ressemble à une queue de dauphin ou une queue de sirène. Et j'ai pas le droit d'avoir d'aide, j'ai pas le droit de descendre avec un poids qui va me permettre d'aller plus vite, j'ai pas le droit de remonter avec un ballon, un parachute. Je dois nager pour aller au fond, nager pour remonter. Comment fais-tu pour aller aussi profond? Comment fais-tu pour rester aussi longtemps dans l'eau? Quelle est ta méthode pour faire de l'apnée? La plongée en apnée, c'est comme absolument tout. C'est comme tous les sports, c'est comme les instruments de musique, c'est comme n'importe quel art. Ce qui permet de progresser, c'est de s'entraîner, c'est de travailler. Et donc moi, depuis 25 ans maintenant, j'ai commencé quand j'avais 14 ans, je vais avoir 39 ans cette année. Et pendant 25 ans, je n'ai pas arrêté de progresser en travaillant, en m'entraînant tous les jours. Et je crois que c'est ça le véritable secret. On prend un musicien professionnel, si vous prenez un tennisman professionnel, si vous prenez un artiste de n'importe quelle discipline, ce qui va lui permettre à un moment donné d'atteindre un très bon niveau, ça va être de répéter, répéter et répéter. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'apnée? Alors il y a plusieurs choses qui m'ont donné envie de plonger en apnée. Déjà le fait d'habiter au bord de la mer, à un moment donné j'ai eu cette envie de mettre un masque et puis d'aller voir ce qu'il y avait dessous. Ensuite j'ai toujours été attiré par l'aventure, par l'exploration, par les grands aventuriers. Et voilà, quand j'étais jeune, j'avais envie de pouvoir un jour aller dans l'espace, aller sur la Lune, aller sur Mars, monter sur les plus hauts sommets de la planète. Et puis un jour, je suis tombé sur des images, sur un reportage, sur un apnéiste, un champion d'apnée italien qui descendait très profond. Et là, j'ai eu voilà, comme un coup de foudre, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. Et comme j'habitais au bord de la mer, j'ai pu essayer très facilement. Et là, c'était un déclic. Est-ce que vous apprenez à plonger à d'autres personnes? Oui, moi j'ai eu la chance d'apprendre la plongée en apnée au sein d'un club et on m'a tout appris. Et aujourd'hui, je plonge toujours dans ce club et j'aime beaucoup enseigner, donner des cours, donner des conseils et surtout essayer de montrer que la plongée en apnée, c'est pas quelque chose qui est fait pour des surhommes qui ont des capacités incroyables. Tout le monde peut faire de la plongée en apnée. C'est vraiment extrêmement important et c'est ce message que je tiens à faire passer. Il n'y a pas besoin d'avoir des capacités incroyables, il n'y a pas besoin de venir d'une autre planète. Tout le monde peut prendre du plaisir et progresser. Par contre, ce qui est extrêmement important de garder en tête, c'est ce que j'essaye à chaque fois que je donne un cours à quelqu'un, qui retienne ça, et donc c'est ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, les enfants qui m'écoutez, c'est que l'apnée peut être une activité qui comporte des risques, et le seul moyen d'éviter, et en tout cas de réduire le risque, c'est de ne jamais plonger tout seul. C'est la règle numéro 1 de la pratique. Dès que l'on plonge et dès qu'on met la tête sous l'eau et qu'on arrête de respirer, il faut qu'il y ait quelqu'un avec nous pour nous regarder, pour pouvoir intervenir s'il y a un problème. Donc ne vous amusez pas, après avoir écouté toutes mes réponses à ces questions, à essayer de battre un record dans votre coin, dans une piscine, même pas dans votre baignoire. Parce que si vous poussez trop votre apnée et si vous voulez absolument battre un record, il y a un risque de tomber dans les pommes, de perdre connaissance. Et si vous êtes tout seul, vous pouvez vous noyer. Donc jamais tout seul. Quel est votre animal aquatique préféré? Ah là là, ça c'est une question qui est super difficile. Parce que j'ai beaucoup d'animaux fétiches. En Méditerranée, j'aime beaucoup le poulpe. Parce qu'il est extrêmement intelligent, parce qu'il est capable de se mouvoir dans toutes les dimensions, parce qu'il peut changer de forme, changer de couleur, et je le trouve assez fascinant et très beau. Chez les mammifères marins, j'ai eu un coup de foudre pour les cachalots, parce que ce sont parmi les animaux, les mammifères marins les plus profonds au monde. Et ils ont une forme très spéciale. On a l'impression que ce sont des vaisseaux spatiaux.
Et on a l'impression que ce sont des animaux qui ne viennent pas de cette planète. Je les trouve très très beaux et ils dégagent beaucoup de force et beaucoup de puissance. Et chez les poissons, l'année dernière, j'ai eu la chance de rencontrer et d'être tête à tête avec un grand requin marteau. Les grands requins marteaux sont parmi les plus grands requins qui existent. Celui-là faisait au moins 4 mètres. Et c'est un très grand prédateur, c'est-à-dire qu'il est très très fort pour trouver sa nourriture, pour vraiment être au sommet de la chaîne alimentaire. Et quand il est dans l'eau et quand il vient nous voir, eh ben on sent qu'il est chez lui et on sent que c'est le grand chef sous l'eau. Je me suis senti tout petit face à ce grand requin marteau. Est-ce que tu connais bien toutes les espèces d'animaux marins pour savoir s'ils sont dangereux? Qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans la mer? Avec les années et avec tous les voyages que je peux faire, j'apprends à reconnaître les espèces marines dangereuses. Alors c'est drôle parce que souvent les plus dangereuses ne sont pas forcément celles qu'on imagine. Pour beaucoup de gens, ce qui fait énormément peur, c'est les requins. On se dit que les requins, dès qu'on les voit dans l'eau, ce sont des mangeurs d'hommes, etc. Alors que, évidemment, ce sont des animaux sauvages, il faut faire attention, mais ce ne sont pas parmi les espèces les plus dangereuses. Par contre, il faut se méfier de certains poissons ou de certains coquillages. Par exemple, ici en Polynésie, il y a un petit coquillage qui est extrêmement beau, qui s'appelle un cône, et un cône géographe notamment. Et il a l'air tellement beau qu'on a envie de le prendre dans la main, sauf que si on le prend, et que le petit animal qui vit dedans veut se défendre, il peut nous piquer et sa piqûre est mortelle. Donc ça c'est extrêmement dangereux parce qu'on ne s'en doute pas et on ne s'en méfie pas. Avec les années, j'apprends à reconnaître les espèces qui peuvent être dangereuses parce que ça reste le milieu, c'est un milieu sauvage et les animaux ont tous des moyens de se protéger. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils veulent du mal aux autres, c'est qu'ils doivent se défendre et ils doivent se nourrir aussi. Est-ce que tu as déjà vu des requins? J'ai eu la chance de plonger avec beaucoup d'espèces de requins. Le requin tigre, le requin marteau, le requin gris, le requin pointe blanche, le requin pointe noire, le requin océanique. Je ne peux pas tous les lister, mais c'est une très très grande famille de poissons. Ils sont vraiment pour moi les seigneurs des océans. L'océan, c'est un grand équilibre avec plein d'espèces et les requins, c'est une pièce essentielle, une pièce maîtresse. Évidemment que certains requins sont plus dangereux que d'autres, mais c'est normal. Ils sont chez eux, ils sont dans leur territoire, et puis ce sont des prédateurs, c'est-à-dire qu'ils doivent se nourrir, et donc ils sont toujours curieux, ils viennent nous voir. Mais à partir du moment où on est dans l'eau, qu'on a un masque, puis qu'on peut les voir, et qu'on peut se regarder, le danger est vraiment limité. Parce que les requins sont des animaux aussi qui ont très peur. Ils ont très peur de se blesser et donc ils ne vont pas attaquer comme ça par hasard. Donc les attaques sont très 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 rares dans des conditions souvent très particulières. Donc il faut être vigilant, mais il ne faut pas s'imaginer le requin comme étant le grand mangeur d'hommes. Quelle est la chose la plus belle que vous avez vue en plongée sous-marine? La chose la plus belle que j'ai pu voir sous l'eau, et c'est un des moments les plus forts que j'ai pu avoir, c'est une trentaine de minutes que j'ai passé en tête à tête avec une baleine, avec une maman. Elle était accompagnée de son bébé. Et c'était en Polynésie, alors pas dans les Marquises, mais autour de l'île de Moorea. Et c'était une maman qui avait envie à ce moment-là de rentrer en communication, de jouer. Et donc on a pendant 30 minutes ensemble joué. On s'est tourné autour. Dès que je plongeais, elle plongeait avec moi. Elle ouvrait en grand ses nageoires pectorales. Et j'ai eu l'impression de partager un moment de danse avec elle. Et c'était extrêmement fort parce que les baleines sont des mammifères marins. Nous sommes des mammifères. Et on sent qu'il se passe quelque chose. Il n'y a pas besoin de parler. Et il y a vraiment une vraie communication, un vrai échange. Et pour moi, ça reste sous l'eau un moment très fort.
Quel est le plus beau pays que tu aies visité? Alors j'ai eu la chance de voyager un peu partout dans le monde. Il y a un endroit pour lequel j'ai eu un coup de foudre. C'est un endroit dans lequel je reviens chaque année. C'est ici. Voilà, c'est la Polynésie française. Alors ça appartient à la France, mais c'est un grand territoire qui est en plein milieu du Pacifique, qui est très large, très vaste. Il y a plusieurs îles. Ici on est aux îles Marquises, qui sont tout au nord de la Polynésie. Et moi chaque année je reviens sur l'île de Moorea, qui est à côté de Tahiti. Et j'ai eu la chance d'aller un peu dans plusieurs endroits de la Polynésie. Et pour plonger, c'est un des endroits les plus merveilleux pour voir du corail, pour voir une grande diversité de requins, de poissons, de mammifères marins. J'ai une petite partie de mon cœur qui est attachée à la Polynésie. Comment as-tu réalisé One Breath? Quels sont les endroits où tu as tourné pour le film? Alors ce film One Breath Around the World, il est né, on va dire, dans mon imaginaire il y a quelques années. Il est né, je me rappelle, en 2014. Et donc j'avais ces idées de plusieurs endroits insolites dans lesquels j'avais envie de me promener. Et donc j'imaginais un espèce de conte qu'on pourrait raconter sous l'eau, comme un grand voyage. Et je ne savais pas comment le mettre en image. Est-ce qu'il fallait faire un très long film? Est-ce qu'il fallait faire plein de petits films avec à chaque fois une destination par film? Et puis à un moment donné, il m'est venu cette idée de raconter un voyage où je pars de chez moi à Nice, et puis où je rentre chez moi à Nice, et puis entre les deux, une odyssée au cours de laquelle je vais rencontrer des endroits extraordinaires, différents milieux, de l'eau douce, de l'eau salée, de l'eau tropicale, de l'eau froide, sous la glace, des humains, des animaux. Je voulais vraiment faire un voyage où il se passe plein de choses sous l'eau. Et on a tourné ce film donc avec Julie, qui est la maman de ma petite fille. Et Julie est en apnée aussi. Donc depuis qu'on fait des films ensemble, depuis 11 ans, on travaille tous les deux en apnée. Et donc ça nous permet d'être extrêmement libre dans l'eau, de pouvoir descendre, remonter. Elle peut me suivre beaucoup plus facilement que si elle avait des bouteilles. Et en plus on est beaucoup plus léger, c'est assez facile quand on va dans l'eau. Moi je suis comme ça avec juste une combinaison, elle a des palmes et la caméra. On peut vraiment aller dans tous les endroits et on peut approcher les animaux. Pour faire ce film, nous sommes allés dans, je vais essayer de m'en rappeler, une dizaine d'endroits différents. On est allé au Japon. Le Japon, c'est la scène qui arrive assez proche du début du film, quand je marche sur des grandes dalles, on dirait des grands escaliers sous l'eau. On a l'impression que ce sont des pyramides englouties. Donc c'est une île au Japon qui s'appelle Yonaguni. Ensuite nous sommes allés aux Philippines, donc à plusieurs îles des Philippines, pour aller rencontrer les Bajau. Ce sont les chasseurs que l'on voit en train de marcher avec leurs fusils au fond de la mer. On est allé également en Finlande. Ça c'est la partie où je suis sous le lac gelé, donc je suis dans la glace. Et ça c'était très compliqué parce que j'avais la même combinaison pour aller dans de l'eau très froide comme pour aller dans l'eau très chaude. Nous sommes allés à l'île Maurice, et donc c'est autour de l'île Maurice que nous avons pu plonger avec les cachalots. Nous sommes venus en Polynésie pour plonger avec les requins dans l'atoll de Fakarava et avec les baleines autour de Moorea. Et enfin, il y a Nice évidemment, puisque c'est la scène de début et de fin, et j'oubliais, pardon, le Mexique. Le Mexique pour plonger dans ce qu'on appelle les cénotes. Les cénotes, si vous vous rappelez dans le film One Breath, c'est la partie où je marche sur des grandes branches sous l'eau. On a l'impression qu'il y a de la brume, il y a des arbres qui sont engloutis. Et donc tout ça, ça se trouve au Mexique, dans la péninsule du Yucatan. Avez-vous fait d'autres courts-métrages que One Breath? Oui, nous avons fait pas mal d'autres films. C'est que des courts-métrages. One Breath, c'est finalement le plus récent, c'est le dernier. On a commencé par un tout premier qui dure que 4 minutes, mais qui est celui qui nous a fait connaître. Il s'appelle Free Fall. Peut-être vous l'avez déjà vu. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, il est très facile à trouver sur Internet. C'est un film où je m'approche en marchant sur un fond de sable du plus grand trou bleu du monde qui se trouve aux Bahamas. Et puis après quelques secondes d'hésitation, je décide de m'envoler dans un espèce de saut de l'ange et je descends dans ce trou comme si j'étais un oiseau et je me laisse entraîner dans les profondeurs de ce trou. Arrivé en bas, je décide de remonter en grimpant comme Spider-Man.
Et donc l'histoire elle est très simple, mais les images sont impressionnantes et on fait le tour du monde. Et puis derrière, ça nous a donné envie de continuer à faire d'autres films. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous les verrez tous. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce qu'ils pratiquent l'apnée? Qu'est-ce que tes enfants font comme sport? Alors j'ai une petite fille qui a 9 ans, elle s'appelle Maïlou. Elle nous a accompagnés sur la plupart de nos voyages et notamment sur tout le tournage de One Breath Around the World. Donc elle a beaucoup de chance parce que elle a déjà plongé avec des baleines, avec des dauphins, avec des cachalots, avec des lions de mer. Et elle est très à l'aise dans l'eau, donc elle aime beaucoup venir avec nous. Après, moi j'ai toujours essayé de ne pas la forcer, de la laisser choisir les activités qu'elle veut vraiment faire. Donc elle fait d'autres sports qui n'ont rien à voir, des sports de combat, elle a fait de la danse aussi, du hip-hop. Alors il y a un truc sur lequel j'essaie de l'inculquer, c'est d'être bien dans l'eau, et donc je l'ai mise à la natation. C'est pas le sport qu'elle préfère, mais je lui dis toujours que apprendre à nager, c'est comme apprendre à lire ou écrire ou à marcher. C'était une compétence importante à acquérir. Mais je crois que je vais arrêter parce qu'elle aime vraiment pas ça. Juste nager pour nager, c'est pas son truc. Quel est ton rêve en tant qu'apnéiste? Je sais plus si j'ai vraiment un rêve bien précis en tête. J'ai envie de pouvoir continuer à plonger et aller très profond, même en vieillissant. Ça, je sais que c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur, c'est de pouvoir continuer à garder un très bon niveau malgré l'âge. Un de mes rêves, c'était de venir en Polynésie en bateau. Bon, ça y est, ça c'est fait. Je rêvais d'aller en Antarctique, j'ai eu la chance d'y aller il y a 2 ans. J'aimerais un jour pouvoir plonger au niveau du pôle Nord, parce qu'il paraît que la visibilité est extraordinaire. J'aimerais un jour plonger avec des belugas, parce que ce sont des animaux qui ont une forme assez incroyable, ils sont tout blancs, très curieux, et je sais qu'il est toujours fasciné. Rencontrer une baleine bleue, parce que c'est le plus grand animal qui existe sur la planète et qui n'ait jamais existé depuis l'histoire de la planète Terre. Et puis un dernier rêve, j'aimerais plonger dans le plus grand lac du monde, le lac où il y a le plus d'eau douce au monde, qui s'appelle le lac Baïkal, qui est en plein milieu de la Russie. Donc j'en ai pas un, j'en ai plein. Mais en vrai, j'ai tellement fait de choses géniales que s'ils ne se réalisent pas, c'est pas très grave.